Alors, je vais laisser la parole à Madame Papazian Zorabian pour nous parler de cette communauté de pratique. Oui, bonjour à tous. Alors, merci beaucoup d'abord, Habib et Liripi, pour cette invitation et pour cette opportunité de partager avec vous, en fait, une expérience, une activité qui est le résultat de plusieurs années, je dirais, d'expérience pratique sur le terrain, mais aussi de recherche et de recherche-action. Je vais partager mon écran. Je sais, Habib, j'ai combien de temps? Parce que c'est toujours le grand défi à mes Tu as 20-25 minutes, Karine. D'accord. Bon, alors je vais essayer d'être rapide pour vous donner un peu. Oups, une seconde, je n'ai pas le bon écran. Colloque de l'IRIPI, c'est là. Bon, alors voilà. Donc l'activité que je vais vous présenter, c'est vraiment donc mener des groupes de parole en milieu éducatif. Et le but de cette activité, c'est de développer le bien-être et la résilience des étudiants. Je sais que c'est je voudrais partager beaucoup de choses. Je vais être très rapide, mais sachez quand même qu'il y a l'outil et une certaine présentation de l'outil est accessible. Je vous donnerai des ressources aussi et des références à la fin. Donc, ce qui est important, c'est qu'au début, cette activité, comment j'ai eu l'idée de concevoir et de proposer cette activité dans les écoles, c'était au moment de l'arrivée en grand nombre des réfugiés syriens, 2015-2016. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le CRSH a lancé un appel à proposition pour des projets qui viseraient une amélioration ou bien qui viserait l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé une recherche-action, qui était une recherche-action qualitative où justement j'ai développé 2 activités dans les milieux scolaires, primaires et secondaires dans la grande région métropolitaine. Donc, c'était surtout Montréal et Laval. Et la recherche-action avec un peu 2 volets. Il y avait un volet où je proposais des activités collectives en classe pour développer le bien-être des élèves et leur sentiment d'appartenance. Et il y avait aussi un volet plus accompagnement psychosocial individuel et familial pour les jeunes qui étaient un peu plus en détresse. Donc, vraiment, suite à cette recherche, j'ai testé un peu cette activité dans d'autres contextes. Donc, voilà un peu les différents contextes dans lesquels j'ai testé l'activité, bien que la recherche en tant que telle a porté surtout sur les élèves des milieux, en fait, des écoles primaires et secondaires, et surtout dans les classes d'accueil. Mais pour être sûr, justement, pour pouvoir produire le guide, j'ai été tester un peu cette activité dans d'autres contextes, donc des classes régulières, des classes d'adaptation aux primaires, des groupes d'enseignants, hein, c'était très intéressant, des enseignants de classes d'accueil, des enseignants des classes d'adaptation ou des enseignants un peu mixtes, disons, autant au secondaire qu'au primaire. Puis, j'ai expérimenté un peu les groupes de parole avec des enseignants intervenant des milieux collégiaux. Donc, pas des étudiants, mais les adultes dans certains milieux, dans certains collèges. Des groupes de professionnels de la santé aussi, des psychologues, des infirmiers, des infirmières, des médecins. Et même au moment de la pandémie, des groupes de personnes âgées confinées, hein, parce qu'avec la détresse des personnes âgées seules qui se trouvaient à la maison, donc avec un organisme communautaire, on a pu atteindre des personnes âgées qui se trouvaient confinées. Donc, on a testé, j'ai expérimenté, je dirais, cette activité avec vraiment différents groupes. C'est pour ça que je vais vous présenter les principes de base, sachant qu'il y a des adaptations en fonction de l'âge. Bien, Vincent? Oui, ça va. Oui, il y a un Je m'en micro. vais là, 15 minutes. Bon, alors, en fait, bon, les résultats, je vais revenir vers la recherche parce que c'est quand même, j'ai documenté et juste suite à cette recherche-action, j'ai produit quand même aussi bon, autant des articles scientifiques qui vous sont accessibles et le guide. Donc, il y a 3 conclusions quand même importantes auxquelles je suis arrivée. Premièrement, vraiment, on a vu que les groupes de parole ont permis le développement du bien-être des jeunes à travers surtout l'élaboration des deuils et des traumatismes, l'expression des émotions et la construction d'un sens positif. Donc, c'était un espace qui permettait la reconstruction d'un sens et l'expression des émotions de la souffrance. Je vous donnerai des exemples rapidement. Puis,
il y a vraiment, on a vu que le sentiment d'appartenance au groupe classe vraiment augmentait beaucoup. Ça a entraîné beaucoup de solidarité intra-groupe. Il y a des enseignants qui témoignaient qu'après les groupes de parole, vraiment, il y avait vraiment plus, plus d'entraide, plus de soutien à l'intérieur. Le soutien des pairs était plus important. Quand les enseignants proposaient des projets, des activités collectives, les équipes, ou bien quand il fallait travailler par équipe, hein, les choses se passaient plus rapidement. Et en même temps, ça a montré aussi que, en fait, à travers les groupes de parole, on a été à la rencontre de l'expérience pré-péri-post migratoire des élèves réfugiés et que la prise en compte de cette expérience favorisait beaucoup l'enseignement après autant leur intégration scolaire que les apprentissages et l'adaptation de ces jeunes. Donc là, je vais être très rapide. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, mais je vais à la fin aussi vous donner des liens. Puis j'ai vu tout à l'heure dans la discussion, là j'accélère le rythme, mon débit, c'est la course contre le temps. Mais justement, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, on demandait si vous allez avoir accès au PowerPoint. Moi, je suis prête à partager le PowerPoint, Habib. Je te l'enverrai pour que tu puisses le partager. Donc, alors les fondements théoriques et conceptuels de cette activité, en fait, les deux approches sur lesquelles je me base, c'est l'approche psychodynamique dans la compréhension des phénomènes de deuil, de trauma, dans la compréhension du monde de la subjectivité de la personne, hein, de son monde intérieur, de ses souffrances et des besoins psychologiques de la personne pour une promotion de sa santé mentale. J'utilise aussi beaucoup l'approche systémique où justement on considère l'environnement de l'étudiant, de l'élève, de la personne comme un influenceur important. Donc, quand un jeune a des difficultés, on a parfois tendance, surtout si on est dans une approche plus médicale, psychiatrique, on a tendance à mettre les difficultés du jeune sur ses épaules, alors que dans l'approche systémique, l'environnement prend aussi ses responsabilités par rapport aux difficultés des jeunes. Et cette activité, justement, est proposée par l'environnement, le milieu éducatif, et vise le développement du bien-être et le développement du sentiment de résilience, en fait de la résilience et du sentiment d'appartenance. Donc, alors pourquoi et comment, on pourrait prendre des heures pour en parler, mais en fait, que ça soit l'approche psychodynamique, que ça soit l'approche systémique, que ça soit la prise en compte, disons, le développement de la résilience, il y a quand même des processus clés qui permettent le développement de la résilience et du bien-être. D'abord, c'est la parole, la narration, hein, le fait de pouvoir avoir un espace pour dire les choses vraies, pour parler vrai, pour être vrai. Tout ce qui est symbolisation, donc l'expression symbolique, ça peut être verbale, orale, écrite, ça peut être aussi à travers les arts. Maintenant, les groupes de parole, c'est plutôt le langage qui est pris comme outil, mais ça n'empêche pas d'avoir des activités artistiques aussi qui permettent une symbolisation. L'expression des émotions, quand on exprime ses émotions, quand on arrive à pleurer, quand on arrive à dire qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on est fâché, mais après, il y a une certaine libération qui se fait. Le fait de partager l'expérience, d'aller à une rencontre humaine où on est vraiment entier, on n'est pas juste des êtres cognitifs, parce que dans les milieux éducatifs, on le sait, parfois, il y a, par la force des choses, parce qu'on est dans un milieu où la performance, l'instruction, la qualification sont importantes. Parfois, on oublie qu'en fin de compte, l'être humain n'est pas un être juste cognitif, c'est un être affectif et social aussi, et physique, et il y a une interaction entre ces différents aspects de notre personnalité. Alors, et enfin, la construction du sens, c'est vraiment très, très aidant et ça développe beaucoup la résilience. Le fait de trouver un sens, d'arriver d'un sens négatif à un sens positif. Mais il faudrait souvent un espace pour que ce nouveau sens se construise et l'interaction est incroyable comment ça aide parce que dans un groupe, on peut avoir des jeunes qui sont un peu plus en mal-être, d'autres qui sont plus en bien-être et il y a une inter-influence aussi à l'intérieur du groupe avec bien sûr l'apport de l'animateur. Donc, bon, je vais passer par les objectifs. Alors, je présente rapidement les particularités, le cadre, mais vous pourrez me poser des questions plus tard. Donc, c'est très important
un groupe de parole n'est pas une thérapie de groupe, hein. C'est très important. Souvent, c'est la question qu'on me pose parce que justement, l'animateur n'est pas un thérapeute. Ce n'est pas nécessaire d'être psychologue pour animer un groupe de parole. C'est vraiment la posture de l'animateur qui est très, très importante. Alors, il n'y a pas d'intention pédagogique derrière. On ne se sert pas des groupes de parole pour apprendre quelque chose, ni éduquer à la citoyenneté. On n'a pas d'objectif, hein. On n'éduque pas à la citoyenneté, bien que l'activité peut favoriser l'éducation citoyenne. Il n'y a pas d'intention pédagogique, point. Il n'y a pas d'intention d'évaluation non plus, parce qu'on n'est pas en sécurité si on se sent évalué. Donc, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de pédagogie. Et en même temps, ce qui est important, dans un groupe de parole, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise parole. On n'est pas dans le jugement, hein, on est dans le partage. Ça, c'est vraiment… Alors, mais pour que le groupe de parole réussisse, et justement, c'est là où le fait d'avoir mené une recherche dans différents milieux avec différents groupes d'élèves, ça m'a amené à vraiment dégager des conditions préalables gagnantes. Et il faut quand même s'assurer de l'existence de ces conditions avant d'entamer un groupe de parole. Donc déjà, si c'est un enseignant qui va animer son groupe classe, bien sûr qu'on ne peut pas faire un groupe de parole avec 50 élèves ou étudiants. Il faudrait quand même avoir des groupes assez restreints. Pour un animateur, 15 personnes. Peut-être si 2 animateurs, on peut aller jusqu'à 30, grand max, pour qu'il y ait quand même une certaine ambiance. Il faudrait que la relation éducative entre l'enseignant et ses étudiants ou ses élèves soit positive. Il faudrait quand même, c'est-à-dire il faut être sûr qu'il n'y a pas de conflit majeur à l'intérieur du groupe classe, hein. S'il y a des cliques, des gangs, alors là, on ne peut pas développer le bien-être. Prenez-le sur vous, vous ne pourrez jamais partager des choses, même des choses peut-être pas nécessairement traumatiques, hein, mais juste des expériences très personnelles avec des gens en qui vous n'avez pas confiance. Donc, il faudrait quand même créer les bonnes conditions pour que le groupe fonctionne. Voilà, parce que la personne devrait se sentir en sécurité, en confiance. Donc, ça peut être de petits groupes, ça peut être des groupes qui sont des cohortes, qui sont ensemble pendant un certain temps, ou un groupe où, dans tous les cas, il y a quand même une dynamique interpersonnelle positive. Alors, le cadre, en général, l'espace, ça peut être l'espace de la classe, ça peut être, bon, dépendamment, en général, en milieu éducatif, c'est vraiment une classe, ça peut être un groupe classe. Ça doit être l'endroit où le groupe a l'habitude de se rendre et la porte doit être tout le temps fermée. Et la manière avec laquelle on s'installe, en fait, on s'installe en cercle pour se voir. C'est important qu'il n'y ait pas un bureau au milieu, qu'il n'y ait pas d'obstacle au milieu, hein. On se met en cercle pour pouvoir parler. Il y a vraiment une symétrie. Donc, les animateurs se mettent aussi au même niveau des participants. Donc, on n'est pas sur un podium. Donc, on est vraiment pour développer des relations horizontales entre les participants. Au niveau du temps, alors, bon, nous, ce qu'on avait fait, on avait proposé une séance toutes les 2 semaines. Je pense que c'était quand même correct, même avec les enseignants, quand on a mené avec des enseignants, donc des adultes de tout âge, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines aussi, ça peut aller, ça dépend de l'organisation, mais ce qui est important dans la durée, c'est vraiment, il faudrait vraiment que, autant la durée de l'activité en tant que telle, il faut que, on ne peut pas faire un groupe de parole une seule fois, parce que ça ne fonctionne pas. Un groupe de parole, c'est l'avantage du groupe, c'est vraiment dans sa récurrence, parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir parler, participer dès la première fois, mais ce sont les personnes les plus en bien-être, mais les jeunes qui sont le plus en mal-être vont parler vraiment après quelques rencontres, quand ils seront rassurés sur l'ambiance, quand ils vont se sentir en sécurité, en confiance, qu'ils vont pouvoir partager leurs expériences. Donc, on avait des jeunes, par exemple, on sentait qu'ils voulaient parler, ils ouvraient la bouche, puis après, ils s'arrêtaient. Mais après la 5e, 6e rencontre, là, il y avait quand même une confiance, une alliance qui était instaurée. Et là, les jeunes participaient plus. Donc, c'est important donc, de vraiment considérer que l'activité, ce n'est pas juste une rencontre. C'est nous, ce qu'on a testé en recherche, c'était au moins 10 rencontres. Mais je sais qu'actuellement, il y a des écoles,
il y a des milieux éducatifs qui sont en train de mener des groupes de parole, mais vraiment même plus que 10 fois. Hein, ça peut être vraiment étalé sur l'année. Je vous dis, il y a des écoles qui ont même intégré ça au cursus scolaire. C'est fabuleux parce que les élèves savent qu'arriver dans telle classe ou en telle année, ils vont avoir les groupes de parole dans leur cursus. Alors, la durée des séances, je pense que ça doit être minimum 60 minutes parce qu'il y a quand même des rituels d'ouverture et de fermeture pour créer comme un genre de bulle symbolique. Hein, pour que cette activité sorte un peu de l'ambiance académique, de tout ce qui est apprentissage, enseignement, etc. Alors, au niveau des règles, il y a quelques règles très, très importantes à respecter. Et en fait, on les dit, les règles, on peut les dire vraiment au début de chaque rencontre. Donc, l'important, c'est vraiment, on est un groupe de parole, on est dans le respect des uns et des autres. Donc, on est libre de dire tout ce qu'on dit. On est là pour parler de choses, de certaines thématiques. Donc, la liberté d'expression est très importante. Toute parole est écoutée et acceptée. Elle n'est pas commentée, elle n'est pas analysée. Mais donc il n'y a pas de jugement, on ne se juge pas les uns les autres, donc il y a une attitude bienveillante du groupe, il y a un respect des autres, donc on n'est pas là pour, il ne faut pas accepter du tout un manque de respect. C'est pour ça que je dis qu'il y a une prémisse quand même importante, c'est vraiment une dynamique de groupe positive avec une relation enseignant-étudiant quand même assez positive. Et c'est très important de dire que quand on se partage des choses ici, c'est quand même, on n'a pas besoin, on n'en reparle pas à l'extérieur. Hein. On ne récupère pas ça à l'extérieur. Dans tous les groupes que j'ai eus, justement, franchement, quand les jeunes disaient des choses vraies, en fait, tous les jeunes réalisaient que c'est un espace qui leur fait du bien, dont ils ont besoin, et donc ils protégeaient cet espace, ce qui fait qu'ils ne racontaient pas des choses pour protéger cet espace. Donc, il y a quelque chose qui se construit et qui se co-construit tout au long des rencontres. Donc, c'est vraiment important. Le groupe de parole, c'est un lieu d'échange, mais on n'est pas en train de faire des discussions. Et c'est là peut-être la grande différence avec des discussions sur des sujets sensibles, dans le sens qu'on ne fait pas un débat sur l'euthanasie, on ne fait pas un débat sur l'avortement, ce n'est pas un lieu de débat, c'est un lieu vraiment où on est assez sécuritaire pour partager des choses. Alors, les consignes, hein, j'ai donné des exemples de consignes, mais il y en a plein dans le guide aussi. Bon, ici, parfois, c'est des formulations un peu plus accessibles aux jeunes, mais l'important, c'est qu'on a tous le droit de parler. L'important, c'est de se respecter, de reprendre les règles. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Donc, c'est un espace qu'on crée avec le temps. Alors, au niveau de l'animation, et voilà que je disais que la posture de l'animateur est très, très importante. L'animateur propose une écoute active, neutre, bienveillante et contenante. Donc, l'animateur ne juge pas, l'animateur juste accueille la parole. En fait, c'est que vous savez, comme si symboliquement, on créait comme un contenant, un grand bol, un grand vase, et tout le monde avait le droit de mettre ce qu'il voulait dans ce vase, dans ce contenant. Donc, on crée ce contenant, puis on laisse les jeunes déposer s'ils ont envie de déposer. Personne n'oblige. Donc, on n'interpelle pas les étudiants. On ne dit pas « Ah, Garine, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Habib, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?» Non, non. Alors, on va parler du voyage aujourd'hui. Le thème, c'est le voyage. Alors, quelqu'un peut parler de son voyage à Cuba, un autre peut parler de sa migration, un autre peut pas. Alors, le thème est ouvert et si un jeune ne parle pas, on ne le sollicite pas, parce que la liberté d'expression, c'est même dans le choix de parler ou ne pas parler. C'est dans ce sens-là que le lieu, l'espace est très sécuritaire. Donc, alors, le cadre est important, donc à assurer le respect des règles, etc. Je sais que le temps passe. Alors, au niveau du déroulement, bon, vous pouvez aller consulter le guide, bien que le guide, je l'ai conçu plutôt pour les écoles primaires et secondaires. Peut-être je devrais faire une version plus pour adultes, mais c'est pour ça que je vous dis que l'activité a été testée avec beaucoup de différents
différents adultes appartenant à différentes institutions et ayant différentes fonctions et professions. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir vraiment, justement, comme cette activité se fait en milieu éducatif, pour le différencier des autres activités qui sont plus pédagogiques, didactiques, etc. C'est important qu'il y ait vraiment des rituels. Donc, nous, on faisait un rituel au début de la série d'activités, un rituel à la fin de la série d'activités. Puis, au début et à la fin de chaque séance, il y avait un petit rituel d'ouverture, de fermeture pour créer cette bulle, justement, dont je vous parlais. Alors, parfois, on lançait le thème à travers des images. On peut juste montrer une image. Ça peut être aussi une citation, ça peut être une pensée, ça peut être une phrase pour lancer le thème. Avec les jeunes, on a utilisé beaucoup les albums jeunesse. Avec les adultes, on n'a pas le temps de lire, mais un passage, par exemple le passage d'un livre. Donc, on peut utiliser la littérature, la philosophie. Donc, ça peut être aussi... c'est pour ça que ça peut mener au collégial, ça peut être mené par des profs vraiment qui ont des profils très variés et introduire les thèmes de différentes manières. Alors, bon, je vous ai donné donc les thèmes que nous avons abordés, nous, donc, sont les suivants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter des thèmes, mais il faut faire très, très attention. Il ne faut pas que ce soit des thèmes sur lesquels on peut avoir des discussions et des débats. Ce n'est pas le but. Donc, les thèmes que nous avions choisis, c'était le voyage, la migration, les différences en général, la violence, la mort et les pertes, l'identité, la foi, la famille, la vie. Et vous savez que quand on a eu le sujet de la vie, la majorité des jeunes n'ont parlé que de la mort, parce qu'en fait, c'est ça, la vie, c'est aussi la mort. Donc, quand on a parlé d'identité, mais c'était l'identité parfois ethnoculturelle, parfois linguistique, dépendamment des contextes. Parfois, c'était l'identité d'adolescent qui est ressortie. Avec les professionnels, c'était l'identité professionnelle qui ressortait. Les infirmières, on parlait des enjeux des infirmiers. Donc, les techniciens en hygiène dentaire qui parlaient vraiment des enjeux de la profession aussi. Les enseignants, ça parlait des élèves et des enseignants. Donc, et à la fin, nous avons fait un groupe sur l'expérience des groupes de parole parce que nous avions besoin de documenter aussi un peu le discours sur les groupes de parole, comment l'expérience a été vécue. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça fait comme un genre de bilan qu'on peut faire à la fin. Ce qui est important, alors rapidement, les thèmes ne doivent jamais être annoncés à l'avance. Il ne faut pas que les gens se préparent parce qu'on lance le thème, c'est un mot et on peut lancer avec une image, comme je le dis, avec une citation, etc. Maintenant, l'ordre des thèmes peut changer, mais en fait, vous voyez qu'il y a quand même un genre de graduation dans le potentiel lourdeur des thèmes. Donc, on commence par le voyage, on termine par la vie. À l'intérieur, les thèmes de la violence, la mort, l'identité, la foi, qui sont des thèmes un peu plus sensibles, on les garde un peu au milieu. Mais en même temps, c'est un conseil, vous pouvez aussi être créatif si vous voulez changer l'ordre des thèmes. Puis, vous pouvez aussi ajouter des thèmes. Par exemple, lors de la pandémie, le thème de la maladie est venu s'ajouter. On a fait vraiment des groupes de parole sur la pandémie, sur la maladie. L'important, justement, comme je disais, pas de sujet controversé. Alors, en tout temps, vraiment les conditions gagnantes, maintenir la structure de l'activité, maintenir le cadre sécurisant, animer avec contenance et bienveillance. Et quand on dit contenance et bienveillance, dire on est là pour accueillir une parole, accueillir, merci pour le partage, merci d'avoir fait ce témoignage, merci. C'est tout. On n'a pas besoin d'interpréter, on n'a pas besoin d'analyser. Et l'important, c'est quand il y a des souffrances, quand un jeune pleure, quand un jeune est en colère et exprime sa colère, mais on valide la souffrance. Mais je comprends, dans cette circonstance, je comprends que c'est difficile. Oui, c'est difficile de perdre un ami. Juste valider. Voilà. Alors, ce qui est, je pense, nodal dans les groupes de parole, c'est de pouvoir donner une place aux émotions négatives. On est dans une société qui valorise trop la performance, l'image, la réussite. On est bien, on est tout le temps bien, il faut montrer qu'on est bien. C'est comme si on ne peut pas montrer, comme si on a des émotions négatives, toutes les émotions négatives sont dangereuses, potentiellement dangereuses,
parfois pathologisé. Si on est triste, on pense directement dépression. Si on est en colère, on pense directement trouble de l'opposition, trouble de la conduite. Bref, donc on est un peu et c'est dans ce sens-là, c'est très important de donner la possibilité aux jeunes d'exprimer des émotions négatives, de valider qu'on est des êtres humains et on peut avoir des émotions négatives, mais il faut savoir les exprimer. Donc, alors parfois, dans les groupes, parfois on avait des personnes qui pleuraient, puis après, des pleurs, des larmes, la personne passait à la parole en disant « je me sens triste », mais déjà c'est une certaine verbalisation. Et après, c'est vraiment de quoi j'ai besoin pour aller mieux. Et dans ce sens-là, le soutien du groupe créé par cette dynamique de contenance est incroyable. Il y a des jeunes qui s'entraidaient, qui se donnaient des conseils. Moi, je fais ça. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, j'ai... bon, et parfois, ça permet aussi de repérer des jeunes qui sont en très grande détresse et qui auraient besoin d'un suivi peut-être un peu plus ciblé. Et à ce moment-là, vous pouvez les référer à des professionnels. Donc là, je conclus. Alors, il y a eu autour de ces groupes de parole, il y a plusieurs, donc il y a 3 articles scientifiques que j'ai écrits avec mon équipe, mes étudiants. Donc, vous avez les références. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le film « Je pleure dans ma tête » qui documente aussi en partie cette activité et cette posture et qui est accessible gratuitement depuis hier. Et vous avez aussi le lien vers le guide. Comme je le dis, le guide, je l'avais conçu pour les milieux scolaires, mais en même temps, les principes sont les mêmes et ça peut être, comment dire, adapté pour toute population. Je vous l'ai dit, je l'ai mené avec des adultes de toute catégorie. Peut-être la seule chose, c'est que parfois, on peut aussi ne pas prendre de thème, mais là, ça ouvre plus de... Alors, avec les professionnels, par exemple, ou même au collégial, quand je travaille avec, par exemple, un groupe d'étudiants qui sont en train de se préparer à un métier. Parfois, le fait de ne pas avoir de thème, ça permet aussi que les jeunes apportent les thèmes qui les tracassent. Mais c'est possible aussi d'essayer sans thème 1 ou 2 fois, mais avoir aussi des thèmes de temps en temps. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là et je vous enverrai le PowerPoint.